Squid Game, c'est l'histoire de personnes surendettées qui acceptent de participer à un jeu mystérieux pour gagner une somme d'argent gigantesque. Ils se retrouvent dans un lieu isolé, surveillés par des gardes masqués, et doivent affronter une série de jeux, inspirés de jeux pour enfants. Mais il y a une règle, si tu perds, tu meurs. Et ce que beaucoup ignorent, c'est que Squid Game n'est pas entièrement une fiction. Derrière les jeux mortels, les uniformes rouges et verts, se cachent des histoires bien réelles. Des histoires oubliées, dérangeantes et effacées de l'histoire. Car oui, certains aspects de la série sont bel et bien inspirés de faits réels. Alors si aujourd'hui je vous racontais les histoires vraies qui se cachent derrière la série Squid Game, ça vous intéresse ? Song Jin-woo est un père divorcé, au chômage et criblé de dettes. Un jour, un inconnu lui propose une chance de tout recommencer. Il accepte et se retrouve embarqué dans un tournoi mortel avec 456 participants. Chaque épreuve est un jeu de cours d'école coréenne. Mais ici, ceux qui échouent sont exécutés sur place. Ce n'est pas juste une série sanglante, c'est une critique puissante de la société, des inégalités et du capitalisme extrême. Elle vous pousse à vous demander jusqu'où iriez-vous pour survivre ? Le jeu est-il pire que la vraie vie ? Quand Squid Game est sorti sur Netflix, en 2021, personne ne s'attendait à un tel raz-de-marée. En quelques jours, la série devient un phénomène mondial. Elle grimpe en tête du classement sur Netflix dans plus de 90 pays et bat tous les records d'audience de la plateforme. La critique est unanime, Squid Game fascine par son rythme haletant, ses personnages attachants, mais surtout par sa critique sociale acérée. Certains y voient une version sud-coréenne de Battle Royale. D'autres y voient une métaphore du capitalisme moderne où l'humanisme n'a plus sa place. Et comme je l'ai dit en introduction, de véritables histoires ont servi à alimenter le scénario. À commencer par l'île où se déroule le Squid Game, où des personnes trop endettées se battent à mort. Inspiré par un centre de détention où la violence était le quotidien de ses résidents, le Welfare Brothers Center. Le centre fut fondé en 1960, à Gamandong, un quartier pauvre de Busan, sous le nom de Orphelinat des Frères. À l'origine, il était dirigé par des religieux protestants et visait à offrir un toit aux orphelins de la guerre de Corée, aux enfants abandonnés et aux pauvres. Ce projet était soutenu par des dons privés et parfois par des aides humanitaires étrangères. Le tournant survient en 1975, lorsque le directeur Park In-jeon, un ancien militaire, prend le contrôle de l'établissement et redéfinit entièrement ses objectifs. À cette époque, la Corée du Sud est sous la dictature militaire de Park Chung-hee, et la société est fortement marquée par des pratiques autoritaires, dont celle de la purification sociale. Cette politique visait à nettoyer les rues, des mendiants, des marginaux, des handicapés, des travailleurs pauvres et des opposants politiques, afin de représenter une image moderne et disciplinée de la Corée au reste du monde. Et dès la fin des années 70, ce camp devient l'un des plus grands du pays. Et il change de nom pour le Brother Welfare Center. Il élargit ses activités, au-delà de l'accueil d'orphelins. Il commence à accueillir, souvent par la force, des sans-abri, des personnes handicapées, des mineurs délinquants, des migrants, mais aussi des individus parfaitement sains d'esprit raflés arbitrairement dans les rues. Entre 1981 et 1986, le nombre de détenus passa de 8600 à plus de 16 000, selon les documents gouvernementaux obtenus par l'AP. Et 90% d'entre eux ne répondaient même pas à la définition de vagabond du gouvernement, et n'auraient donc pas dû s'y retrouver. Les détenus portaient des survêtements de couleur bleu-verte, très similaires en coupe et en style à ceux vus dans la série. Les enfants, comme les adultes, étaient habillés ainsi, pour faciliter le contrôle et la discipline, et les distinguer du personnel. Selon les anciens détenus, ces tenues étaient associées à une sorte de déshumanisation, car ils remplaçaient leurs vêtements civils dès leur arrivée. Mais alors concrètement, il se passait quoi dans ce centre ? Les détenus étaient contraints de travailler, sans rémunération, dans plusieurs usines situées dans l'enceinte du centre, produisant des vêtements, des chaussures, du matériel de pêche et bien d'autres. Le directeur du centre, Park In-jeon, a détourné les salaires des détenus et a reçu des subventions gouvernementales, en fonction du nombre de personnes internées,
Une enquête a révélé qu'il avait détourné l'équivalent de plusieurs millions de dollars actuels. Travailler pendant des heures, sans gagner d'argent, c'est un peu ce que je fais sur YouTube. Cependant, le travail forcé, l'esclavagisme même, c'était pas la seule horreur pratiquée dans le centre, loin de là. Au-delà de l'appât du gain, les geôliers prenaient un plaisir sadique à infliger diverses tortures aux résidents. 이 27소대, 28소대가 그 당시에 있었던 아동소대에 있었던 내가 생활했었던 27소대 1층 좁은 공간에 121명 정도까지 풀로 채워서 생활했었다라고 빠따 맞는 장소가 언제나 이쪽 침대 라인에서 맞아요. 정말 저한테는 상상할 수 없는 엄청난 고통이었고 내가 왜 여기 들어와서 이런 고통을 받을까. 할머니가 기다리고 있다 집에 보내달라고 애원을 했었죠. 울며 불며. 저한테 돌아오는 거는 가혹한 폭력이었죠. Le centre administrait de manière arbitraire des médicaments psychotropes à des détenus, notamment du chlorpromazine, pour les calmer ou les punir. En 86, le centre a acheté 250 000 comprimés de ce médicament, bien au-delà des besoins médicaux normaux. Le quartier psychiatrique servait de salle disciplinaire pour les détenus jugés récalcitrants. Et le comble du sadisme étaient les différents jeux auxquels étaient obligés de participer les détenus. Des jeux qui pouvaient entraîner la mort, un peu comme dans la série. Ces jeux n'étaient donc pas des divertissements. Il s'agissait de rituels de punition et de torture, déguisés sous forme de jeux sadiques, destinés à humilier, blesser, voire tuer les détenus. Il y avait tout d'abord le jeu du Hiroshima. Le détenu était suspendu, tête en bas, les bras liés, et devait rester dans cette position un temps donné. Si la personne tombait, souvent à cause de l'épuisement, elle était ruée de coups. Ce jeu était une forme de torture, utilisée à des fins disciplinaires, pour briser psychologiquement les individus. Certains survivants parlent de jeux où les détenus étaient obligés de se battre entre eux sous surveillance. Ces combats servaient à la fois à punir, mais aussi à sélectionner les plus robustes qui iraient travailler dans les endroits les plus compliqués. D'autres concours impliquaient de résister à la douleur, comme des expositions au froid, au coups, à la privation de sommeil, sous forme de défis. Les conditions de vie étaient inhumaines. À rajouter à cela, il y avait la surpopulation, une alimentation insuffisante et avariée, et une absence d'hygiène. Certains réchappés du camp parlent aussi d'abus sexuels commis envers des femmes et des enfants. 오진 구타와 성폭행을 매일 밤마다 성폭행을 당하면서 생활했을 것 같습니다. 요즘 가서는 어떻게 살지? 잠깐만. 간다 약 좀 먹을게요. Selon les archives de l'établissement, 513 personnes sont mortes entre 75 et 87. Certains des corps ont été secrètement enterrés. On pense que le décompte réel est beaucoup plus élevé car le sort de nombreux détenus reste inconnu. En 87, un jeune procureur, nommé Kim Yong-won, enquête sur une simple affaire de disparition. Il découvre par hasard des preuves de travail forcé et de mauvais traitements au sein du centre. Grâce à son insistance, il révèle des documents internes et obtient des témoignages accablants des survivants. Le gouvernement militaire, sous pression internationale, notamment à cause des Jeux Olympiques de Séoul en 88, fait rapidement fermer le centre. Le directeur est arrêté, mais n'est jugé que pour détournement de fonds, pas pour violence ni meurtre. Il est condamné à 2 ans et demi de prison, puis il est relâché. Aucune autre personne n'est poursuivie. L'affaire est étouffée, les victimes réduites au silence. Mais à partir des années 2010, d'anciens détenus commencent à témoigner publiquement, notamment dans des documentaires et sur les réseaux sociaux. Et des journalistes à l'international mènent des enquêtes rigoureuses. La commission Vérité et Réconciliation de Corée du Sud relance officiellement l'affaire en 2018. En août 2022, la commission Vérité et Réconciliation sud-coréenne reconnaît officiellement que l'État a organisé et financé le Brother Home, que des crimes graves ont été commis, la Corée du Sud porte une responsabilité institutionnelle. L'affaire du Brother Welfare Center a eu un impact profond, mais longtemps refoulé sur la population sud-coréenne. Longtemps ensevelie sous le silence, elle témoigne de l'ampleur de la violence institutionnelle en Corée du Sud, à une époque où l'ordre social passait avant la dignité humaine. Des milliers de personnes
souvent les plus vulnérables, sans-abri, orphelins, opposants, ont été enfermés, exploités, humiliés et pour beaucoup, brisés à vie. Cette tragédie n'a pas seulement été permise par un État autoritaire, elle a été rendue possible par l'indifférence collective et la peur. Et près de 40 ans plus tard, la série Squid Game frappe le monde entier par son intensité dramatique et sa critique sociale. Mais derrière les décors stylisés et les jeux mortels, se cache une réalité bien glaçante. Celle d'une société capable de sacrifier les plus faibles au nom de l'efficacité, de la croissance et du spectacle. C'était un peu glauque comme sujet, alors on va mettre un peu de musique pour détendre l'ambiance. Dès son apparition dans l'épisode 4 de la saison 2, Kang Dae-ho impose une certaine autorité. Il est calme, posé, respectueux, on le sent habitué à la hiérarchie, à l'ordre, à la discipline. Lorsqu'il parle, c'est souvent pour proposer des choix rationnels. Ce type de pensée tactique confirme ce qu'il dit être. Un ancien militaire, entraîné à l'évaluation des risques et au travail d'équipe. Mais cette façade commence à se fissurer. Lors de la grande révolte dans le dortoir, alors que d'autres joueurs se lèvent, armés, pour renverser les gardes, Kang Dae-ho panique. Il perd ses moyens, gaspille ses munitions en tirant dans le vide, et finit par se cacher derrière des matelas, laissant les autres se faire tuer. Cette scène brutale est un choc pour ceux qui regardent la série. Comment un marine entraîné au combat peut-il finir de cette manière? Était-il vraiment ce qu'il prétendait être? Un abonné de la chaîne? Un militaire? Ce moment de faiblesse réveille les soupçons. Certains joueurs, et même les spectateurs, commencent à douter. Et s'il n'avait jamais été soldat? Et si son passé avait été inventé? Un mensonge destiné à créer un capital de confiance dans un environnement où le paraître est essentiel à la survie. Tout dans son comportement laisse présager un traumatisme profond. Il est en alerte permanente, mais réagit mal en situation de stress. Il suit les ordres, cherche à aider ses coéquipiers, mais dès que l'imprévu survient, il se fige. Certains signes évoquent un trouble de stress post-traumatique. S'il a réellement été soldat, peut-être a-t-il vécu une situation qui a très mal tourné. Mais un détail nous permet de comprendre ce que le personnage a pu vivre. Lorsqu'il parle de son régiment à l'armée, le régiment 1140. Et ce détail n'est pas anodin, car ce régiment a réellement existé et son histoire a de quoi traumatiser. Le régiment 1140 fait partie de la 2e division des marines de la République de Corée, souvent appelée la 2e Marine Brigade. Le régiment est basé sur l'île de Ganghwa, à environ 70 km à l'ouest de Séoul. Ganghwa et les îles avoisinantes représentent une zone hautement stratégique, passage obligé pour arriver à Séoul par la voie maritime. Elles font l'objet d'une surveillance permanente et d'une défense active face aux éventuelles provocations nord-coréennes. Les soldats y vivent et s'entraînent dans une atmosphère très tendue et soumis à une discipline militaire extrêmement stricte. Et un soldat en particulier va nous intéresser, Kim Mi-chan. Kim Mi-chan, à ce moment-là, est un caporal de 19 ans. Et malheureusement, son jeune âge va lui poser problème. Du moins, cela a surtout posé problème à ses camarades. En effet, certains soldats refusaient de le reconnaître comme supérieur, dû à son jeune âge, le ridiculisant ouvertement. Ce n'était pas un harcèlement isolé, mais une culture militaire interne, une tradition où le groupe marginalise ceux qui semblent différents ou fragiles, sans scrupules. Kim était surveillé pour son manque d'adaptation, et faisait l'objet de moqueries, tant par ses camarades que par ses supérieurs. Et la situation est devenue encore plus explosive à cause des abords militaires rigides de la caserne. Discipline stricte, contrôle d'accès mal organisé, qui faisait monter la tension. Un officier l'a déclaré émotionnellement instable et sujet à l'anxiété. Kim aurait même été surveillé pour schizophrénie et troubles de la personnalité, mais sans diagnostic officiel. Il souffrait visiblement d'un sentiment d'exclusion chronique. Les brimades et les bizutages avaient fortement endommagé son moral. Et c'est vraisemblablement ce qui va motiver son passage à l'acte. Le matin du 4 juillet, vers 10h, Kim profita de l'absence de surveillance pour accéder au casier des armes, où il s'empara d'un fusil d'assaut, de munitions et de grenades. Et vers 11h50, Kim passa à l'action. Il tua d'abord le caporal Lee Sung-reol, près d'une cabine téléphonique à l'extérieur des dortoirs. Alerté par les coups de feu, un sergent se précipita sur les lieux et découvrit le corps de Lee. Kim entra ensuite dans les dortoirs, où il tua le sergent Lee Sung-hoon
puis se dirigea vers une salle de repos où 5 marines dormaient. Et là, il va abattre plusieurs hommes. Un autre soldat se réveilla et, voyant Kim pointer son arme sur lui, réussit à le repousser hors de la pièce, malgré des blessures par balle aux jambes. Il verrouilla ensuite la porte, sauvant ainsi 2 autres camarades. Après avoir été repoussé, Kim courut vers un entrepôt, où il rencontra un lieutenant à qui il dira « Je suis désolé ». Peu après, il va tenter de mettre fin à ses jours et va découpiller une grenade, mais va survivre à ses blessures. Il fut ensuite maîtrisé et arrêté de force. L'enquête révéla que Kim avait eu un complice dans la base, un certain Jung Jung-hyuk. Je suis désolé pour les noms. Lui aussi victime de brimades au sein du régiment. Kim lui avait expliqué son plan. Il était donc parfaitement au courant de ce qui se préparait. Il a ainsi aidé Kim à accéder au stock d'armes et aurait accepté de détruire un poste de garde à l'aide d'une grenade, ce qu'au final, il ne va pas faire. Kim Min-chan fut jugé et condamné à la peine de mort en janvier 2012. Son complice présumé, Jung Jung-hyuk, fut initialement condamné à 20 ans de prison, peine réduite à 10 ans en appel. La Cour suprême confirma ses verdicts en janvier 2013. Suite à cette tragédie, l'armée sud-coréenne lança une opération de 100 jours visant à réformer la culture militaire, notamment en luttant contre le harcèlement et en améliorant le soutien psychologique aux soldats. Des mesures furent également prises pour renforcer la sécurité des armements et améliorer la surveillance des comportements à risque. Cet événement tragique mit en lumière les problèmes systémiques au sein des forces armées sud-coréennes, notamment le harcèlement, le manque de soutien psychologique et les failles dans la sécurité des armements. Cela a souligné la nécessité de réformes profondes pour protéger les soldats et prévenir de telles tragédies. Dans la saison 2 de Squid Game, un personnage a particulièrement marqué les spectateurs. Ce mec-là, avec une tête à claque. Non, je rigole. Mais il a vraiment une tête à claque. Non, je parle de Cho Yoon-ju, aussi connu sous le numéro 120. Ancienne sergente des forces spéciales sud-coréennes, Yoon-ju est une femme transgenre, qui a été exclue de l'armée après avoir entamé sa transition. Son parcours est profondément marqué par l'injustice et le rejet, ce qui la rend à la fois vulnérable et incroyablement forte. Ce qui rend Yoon-ju si touchante, c'est sa motivation sincère. Elle participe au jeu pour pouvoir financer son opération de réassignation de genre et potentiellement quitter la Corée du Sud pour s'installer dans un pays où les personnes trans sont davantage acceptées. Mais au-delà de son objectif personnel, elle montre une humanité et une loyauté rares dans un jeu où tout pousse à la trahison. Et ce personnage bienveillant, à l'histoire touchante, est bel et bien inspiré d'une vraie personne. Une personne à l'histoire tragique, Byun Hee-soo. Byun Hee-soo est né en 1998 dans le nord de la Corée du Sud. A grandi dans un environnement conservateur où les questions d'identité de genre étaient rarement abordées. Dès son plus jeune âge, elle ressentait un profond trouble entre son sexe assigné à la naissance et son identité de genre, ce qui lui causait une détresse psychologique significative. Elle est née dans un corps masculin et se sentait fille. Et ça, moi, je tolère pas du tout. Non, bien sûr! Non, non, non! Disclaimer! Bien entendu, je plaisante. On appelle ça de la dysphorie de genre. C'est ce qu'une personne ressent lorsque son identité de genre, le fait de se sentir femme ou homme, ne correspond pas avec son signe assigné à la naissance. À l'intérieur, tu es une fille, mais tu as un corps d'homme par exemple. Et ce décalage peut provoquer une détresse psychologique très importante. De l'anxiété et voire de la dépression si la personne ne peut pas vivre dans son genre ressenti. Ce n'est pas une maladie mentale, mais un trouble reconnu médicalement. Passionnée par le monde militaire, Byun nourrissait depuis le collège le rêve de servir dans l'armée sud-coréenne. Elle était fascinée par la discipline, le sens du devoir et l'esprit de camaraderie qui caractérisait la vie militaire. Malgré les défis liés à son identité de genre, elle voyait dans l'armée une voie pour s'affirmer et contribuer à la société. En 2017, à l'âge de 19 ans, Byun s'engage volontairement dans l'armée et est affectée en tant que conductrice de char. Elle atteint le grade de sergent-chef, démontrant des compétences remarquables et un engagement sans faille. Cependant, sa dysphorie de genre persistante la pousse à entamer un traitement hormonal et à consulter les services psychiatriques militaires. En novembre 2019, Byun a obtenu l'autorisation officielle de l'armée pour se rendre en Thaïlande afin de subir une chirurgie de réassignation sexuelle. Et cette opération a été effectuée durant un congé médical autorisé par l'armée. Et à son retour en Corée du Sud, Byun a informé l'armée
et sa hiérarchie de sa transition, et a exprimé son désir de réintégrer les rangs, et de servir dans l'armée, cette fois-ci en tant que femme. Et malgré le soutien initial de certains supérieurs, l'armée sud-coréenne a convoqué une commission spéciale pour évaluer la situation de Byun. En janvier 2020, cette commission a décidé de la radier de l'armée, invoquant la perte de ses organes génitaux masculins comme un handicap physique ou mental, conformément à la loi sur la gestion du personnel militaire. Cette décision a été critiquée par des organisations de défense des droits humains, qui ont vu une discrimination fondée sur l'identité de genre. Après son renvoi, Byun a tenu une conférence de presse émotive, vêtu de son uniforme militaire, pour plaider en faveur de sa réintégration, et a continué à exprimer son souhait de servir son pays en tant que femme. 저희 성별 정체성을 떠나 제가 이 나라를 지키는 훌륭한 군인 중 하나가 될 수 있다는 것을 모두에게 보여주고 싶습니다. 제게 그 기회를 주십시오. 저는 대한민국 군인입니다. 감사합니다. 통일! 이 육군 자체가, 이 군 자체가 아직도 이 성소수자에 대한 그런 배려가 없다고 생각합니다. Et en 2020, elle a intenté une action en justice pour contester sa radiation. Malheureusement, le 3 mars 2021, Byun a été retrouvée morte à son domicile, dans ce qui a été officialisé comme un suicide. Sa mort a suscité une vague d'indignation en Corée du Sud et a relancé le débat des droits des personnes LGBT+, au sein de l'armée. En octobre 2021, le tribunal a jugé illégal son renvoi, estimant que l'armée aurait dû la considérer comme une femme après son opération. En avril 2024, une commission du ministère de la Défense a reconnu que sa mort était liée à son service, permettant son inhumation au cimetière national. Le parcours de Byun Hee-soo a mis en lumière les défis auxquels sont confrontées les personnes transgenres dans des institutions conservatrices. Son histoire a suscité une prise de conscience nationale et internationale, appelant à des réformes pour garantir l'égalité des droits et la protection des minorités sexuelles dans les institutions publiques. Squid Game, c'est plus qu'une simple série à suspense. Derrière ses épreuves mortelles et son esthétique colorée, se cache une critique sociale percutante. Car si les jeux sont fictifs, le désespoir, la pauvreté, la pression du système, eux, sont bien réels. La série s'inspire de véritables drames humains, de faillites, d'endettement extrême et d'une société qui, parfois, sacrifie les individus sur l'autel du profit. En fin de compte, Squid Game ne fait que tenir un miroir à un monde où, pour survivre, certains sont prêts à tout, pendant que d'autres regardent, divertis. Et c'est peut-être ça, le plus glaçant. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si celle-ci vous a plu, je vous invite à laisser un like, un commentaire constructif, à vous abonner et à voir les autres vidéos de la chaîne. Je profite également de la fin de la vidéo pour annoncer ma pause estivale. Je vais profiter des 2 mois d'été pour me reposer et travailler sur les futurs projets. Néanmoins, des vidéos continueront à sortir, des réuploads d'anciennes vidéos que j'estime ne pas avoir assez marché. J'indiquerai dans le titre des vidéos que ce sont des réuploads. N'hésitez pas à aller les voir si vous les avez loupés, et afin de leur redonner une meilleure chance, je vous invite elles aussi à les liker, à laisser un commentaire et à les partager. Et sur ce les amis, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos à partir de septembre. Ciao.